Bonjour tout le monde. Donc après les immobilisations en non-valeur, maintenant on va entamer un autre élément toujours de l'actif. Donc on va voir les actifs fictifs et précisément on va voir les écarts de conversion actifs. Alors je vais vous demander de prendre vos plans comptables afin de suivre, si vous voulez, les différentes explications qui vont porter sur ces éléments avant de voir leur retraitement financier. Alors, les écarts de conversion au niveau de leur position dans le bilan existent dans la rubrique 27 et également la rubrique 37. Et également, il y a ce qu'on appelle les écarts de conversion passifs. Donc, je l'ai mentionné ici, même si on ne va pas les voir, mais c'est juste pour les comparer avec les écarts de conversion actifs. Et par la suite, quand on va entamer les éléments du passif, on va les revoir. Alors, les écarts de conversion actifs, donc, ils existent dans le 27 et le 37. Alors, avant de savoir qu'est-ce que c'est que ces éléments, il faut analyser ce mot conversion. Donc, quand on voit le mot conversion dans l'intitulé de compte, on s'aperçoit rapidement qu'il s'agit d'une opération réalisée en devise. Alors, quand on parle d'une opération réalisée en devise, il s'agit soit d'une opération, par exemple, d'export, ou bien une opération d'import. Et bien évidemment, quand on fait de l'export, on est dans une position de vendeur. Donc, il s'agit ici d'une vente à l'étranger. Par contre, lorsqu'il s'agit de l'import, c'est tout à fait l'inverse. Il s'agit d'une opération d'achat toujours à l'étranger. Voilà, donc ça c'est la première chose à comprendre quand on voit le mot écart de conversion. Le mot conversion, plutôt, incarne cette question de devise. Donc il s'agit soit des éléments d'achat, soit des éléments des opérations de vente. Donc ça c'est pour le mot conversion. Alors, les écarts de conversion, comme j'ai dit, existent dans le 27 et le 37. Et comme vous savez, les éléments qui existent dans le 27, c'est des éléments qui sont de nature supérieure à un an. C'est-à-dire, leur échéance dépasse un an. Alors que pour ceux qui existent dans la classe 3, l'actif circulant hors trésorerie, c'est pour les éléments, c'est-à-dire achat ou bien vente, import et export, dont l'échéance est inférieure à un an. Et c'est d'ailleurs la seule différence que vous pouvez constater entre les deux. D'ailleurs, vous avez ici diminution, des créances, et puis le dernier mot qui fait la différence, donc soit c'est immobilisé, donc on comprend qu'il s'agit des créances à long terme, ou bien c'est des créances qui sont circulantes et on comprend qu'il s'agit des créances qui sont à court terme. Alors la même chose pour le deuxième compte, 27-20, c'est-à-dire augmentation des dettes de financement, augmentation des dettes, mais là, circulante. Alors, il y a une analogie, si vous voulez, entre les écarts de conversion actifs et les écarts de conversion passifs, dans la mesure où ici vous avez diminution de créances, ici vous avez augmentation des créances. C'est tout à fait l'inverse. Alors qu'au niveau de l'augmentation en deuxième compte, le 27-20, il y a augmentation des dettes, ici vous avez diminution. Et c'est la même chose pour la rubrique 37 versus la rubrique 47. Voilà. Donc, les écarts de conversion maintenant, qu'est-ce que c'est? Alors, les écarts de conversion traduisent, d'après la définition, des situations de perte de change. Et puis, vous avez l'attente. Alors, je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire d'abord perte de change et par la suite, on va vérifier le mot l'attente. Alors, les écarts de conversion, donc on a dit, ils traduisent des situations de perte de change. Ce que je vais essayer de faire avec vous, c'est de vérifier, si vous voulez, cette définition à travers les comptes, à travers l'intitulé des comptes. Alors, prenons par exemple le premier compte, augmentation des créances immobilisées ou bien augmentation des créances circulantes. Alors, augmentation d'une créance d'une façon générale. C'est-à-dire que l'entreprise, ici, on suppose qu'elle a déjà réalisé une vente à l'étranger, par exemple avec un montant initial de 1000, et par la suite, cette créance a diminué, diminution de créance. Maintenant, elle est de 900 uniquement. C'est-à-dire, autrement dit, vous aviez une créance sur votre client de 1000,
cette créance a diminué. Cette créance a diminué. Alors, bien évidemment, votre argent a diminué parce que vous aviez une créance sur un client et cette créance a diminué, a baissé. Et puisqu'elle a baissé, pour vous, c'est une perte. C'est une perte sur votre vente initiale avec 1000. Voilà. Donc, on comprend facilement à travers l'intitulé de compte qu'il s'agit d'une perte de change. Alors, vérifions les deuxièmes comptes, augmentation des dettes de financement. Alors, augmentation des dettes, là, on ne va pas parler d'une situation de vente comme celle-là, parce que là, implicitement, il y a une situation de vente, mais on va parler d'une situation d'achat, parce qu'ici, on parle de dettes fournisseurs. Et donc, les dettes fournisseurs, c'est des dettes qui proviennent tout simplement des opérations d'achat. La même chose pour la rubrique 37. Alors, augmentation de dette. Augmentation de dette. Alors, ça, c'est le cas contraire. Vous aviez une dette vis-à-vis d'un fournisseur. Vous aviez une dette vis-à-vis d'un fournisseur. Par exemple, une dette initiale de 1000. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, cette dette a augmenté. Augmentation de dette, c'est-à-dire que le montant de votre dette, maintenant, elle est par exemple, de 1200 suite à la fluctuation de taux de change. Donc là, dans la situation initiale, vous aviez 1000 en termes de dette vis-à-vis de votre fournisseur. Maintenant, cette dette a augmenté. Et bien évidemment, cette augmentation va représenter pour vous une situation de perte. Donc voilà, donc si vous voulez, pourquoi on dit que les écarts de conversion traduisent une situation de perte de change d'une façon générale. Maintenant, si on comprend la logique du plan comptable, les écarts de conversion par anticipation, bien sûr, ils traduisent des situations de gain de change. Et ça aussi, on peut le vérifier à travers les intitulés. Alors, vous avez par exemple ici augmentation des créances. Alors, vous aviez une créance sur un client, par exemple, de 1000. Cette créance a augmenté. Maintenant, elle est par exemple de 1300. Bien sûr, c'est un enrichissement pour l'entreprise. Et donc, c'est une situation de gain. La même chose pour les dettes. Alors, vous aviez une dette vis-à-vis. Une dette, c'est une dette maintenant. Vous aviez une dette vis-à-vis d'un fournisseur. Par exemple, de 1000. Qu'est-ce qui va se passer? Cette dette a diminué, par exemple, à 800. Suite, bien sûr, toujours à la fluctuation de taux de change. Et donc, par rapport à la première situation, vous êtes gagnant. Parce qu'au départ, vous aviez une dette de 1000, maintenant cette dette a baissé. Et donc, la baisse d'une dette, pour vous, c'est une situation de gain de change. Voilà, si vous voulez, de façon générale, ces écarts de conversion. Alors, il me reste à vous expliquer pourquoi on a dit ce sont des pertes de change latentes. Alors, d'abord, le mot latent veut dire tout simplement caché. Et également, on peut l'utiliser ici, donc exceptionnellement probable. C'est pas sûr. Donc c'est tout simplement des pertes qui sont cachées ou bien des pertes qui sont probables. Alors, je vais vous montrer cet aspect qui est probable ou bien caché à travers un exemple chiffré. Donc, je vais voir avec vous un exemple de ces écarts de conversion, un exemple chiffré. Donc, on va supposer que nous avons une entreprise qui a réalisé une opération d'importation, c'est-à-dire de l'achat à l'étranger, des marchandises d'une valeur de 10 000 euros. Le 31/11/2020, 1 euro était l'équivalent des dirhams. Comme vous le savez, on ne peut pas comptabiliser l'euro, donc on est obligé de faire la conversion. Et pour faire cette conversion, il faut vérifier tout simplement le dirham courant du jour, c'est-à-dire le jour de la réalisation de l'achat. Alors, il s'agit ici d'une opération qui a été réalisée à crédit de 2 mois. Et puis, vous avez une information supplémentaire qui vous dit qu'au 31/12/2020, c'est-à-dire à la fin de l'exercice, à la clôture, nous avons 1 euro est égal à 11 dirhams. Alors, pour essayer de vous expliquer davantage ce qui s'est passé ici, on va utiliser, si vous voulez, un axe de temps sur lequel on va montrer les différentes dates avec ce qui s'est passé exactement dans chaque date. Donc, l'opération de vente, d'achat a été réalisée le 31/11/2020.
Ça, c'est la date de la réalisation d'achat. Comme je viens de le dire, l'opération s'élève à 10 000 euros, donc fois l'euro du jour, ça nous donne 100 000 dirhams. Alors, nous avons une autre date, c'est la date de paiement. Alors, la date de paiement, pour la connaître, il suffit tout simplement d'ajouter 2 mois à la date de la réalisation de l'opération. Donc, la date de paiement va être le 31/11/2021. Et là, j'aimerais bien signaler cette date, parce que là, on va passer à un autre exercice. C'est pourquoi j'ai mis ça en vert. Le paiement de fournisseur va être au-delà de l'exercice 2020. Donc, ici, c'est une date qui est, si vous voulez, qui dépasse l'exercice. Et bien sûr, le choix des dates n'était pas fortuit. J'ai essayé tout simplement de faire ça exprès, c'est-à-dire que le paiement de cette dette va être dans un autre exercice. L'opération qui a été réalisée en 2020, le paiement va être réalisé en 2021. J'ai fait ça exprès, je vais vous montrer pourquoi par la suite, parce que c'est une condition sine qua non. Autrement dit, si je glisse cette date de paiement ici, par exemple, le paiement ici, on n'aura pas d'écart de conversion. Pas d'écart de conversion. Parce que les écarts de conversion se font uniquement à la fin de l'exercice, c'est-à-dire la fin de l'année. Il y a une date précise qui est tout simplement le 31/12. Alors au 31/12, donc en allant vers, donc on va traverser, si vous voulez, ici, on va aller vers le paiement. Le paiement va être effectué le 31/1/2020. Je vous ai dit que j'ai choisi les dates et l'échéance de telle sorte à mettre la date de paiement au-delà de la fin de l'exercice. Alors quand on va aller vers le paiement, on va croiser la fin de l'année. Là, c'est un obstacle. Parce que là, il faut faire ce qu'on appelle les travaux d'inventaire. Alors, au niveau des travaux d'inventaire, j'ai déjà expliqué ça dans l'intro. Je vous ai dit qu'on réalise un certain nombre de travaux qui sont comptables et extra-comptables. Alors, parmi les travaux comptables, c'est le calcul des amortissements et la comptabilisation des amortissements, des provisions, la régularisation des stocks, la régularisation des produits et des charges. Mais à ces travaux, il faut ajouter également les choses que vous n'avez pas vues peut-être en première année, c'est la constatation des écarts de conversion actifs bien sûr et passifs. Donc la constatation des écarts de conversion actifs, ça c'est une information à souligner, se fait uniquement et exclusivement au 31/12. C'est pourquoi je vous ai dit que si je glisse la date de paiement ici, alors supposons que l'échéance était uniquement, on va supposer ça, le paiement va être, ou bien va se faire dans un mois. C'est-à-dire que le paiement du fournisseur va être réalisé à la fin d'année. Alors à cette date-là, on ne va pas parler d'écart de conversion actif. On va parler tout simplement d'une situation de perte de change qui existe tout simplement dans la classe 6. Donc on ne va pas parler d'une situation d'écart ou bien potentiel ou bien probable. C'est pourquoi on parle d'ailleurs de probable. Parce que finalement, au 31/12, on n'a pas encore remboursé le fournisseur. Donc au 31/12/2020, qu'est-ce qu'on va faire? On va surveiller la fluctuation de taux de change. Puisque nous avons une opération qui a été réalisée en devise, il est obligatoire de faire le suivi de cette opération à la fin de l'exercice, c'est selon la loi. Alors, au niveau de cette opération, par exemple, on a dit qu'au 31/12/2020, un euro était l'équivalent de 11 dirhams. C'est-à-dire tout simplement que le dirham a pris de la valeur. Alors, notre dette maintenant, libellée avec le 11 dirhams, nous donne une dette de 110 000. Ça, c'est la dette avec le nouveau taux de change. L'ancienne est de 100 000. Maintenant, l'écart, la différence entre les deux, c'est ce qu'on appelle écart de conversion active. Il s'agit bien sûr d'une situation de perte parce que votre dette a augmenté. Vous aviez une dette vis-à-vis d'un fournisseur qui était de 100 000 dirhams. Maintenant, vous avez une augmentation de cette dette à 110 000 dirhams. Donc l'écart de conversion, c'est tout simplement la différence. Donc il faut mettre toujours
le montant de la fin vers moins le montant initial. Et donc, on comprend que notre écart de conversion, écart ça veut dire différence. On comptabilise uniquement la différence. Donc, la différence ici est de 10 000 dirhams. Écart de conversion actif. Alors, il s'agit ici d'une situation de perte, comme je viens de vous dire, parce qu'il s'agit d'une opération d'achat et donc c'est une dette vis-à-vis de notre fournisseur. Alors, pourquoi j'ai dit que c'est une situation de perte qui est latente ou bien qui est probable? Parce que tout simplement, à cette date, c'est-à-dire au 31/12/2020, on n'a pas encore remboursé le fournisseur. C'est comme si on est en train de rêver. C'est comme si on est en train de rêver d'une perte qui n'est pas encore réelle. Elle est juste probable. Elle est juste probable. Alors que la date de paiement va se faire dans un autre exercice qui est l'exercice 2021. À cette date, il se peut qu'on va être dans une situation de gain de change, tout simplement qu'on va comptabiliser dans la classe 7, ou bien on va être dans une situation de perte qu'on va comptabiliser dans la classe 6. À ce moment-là, on ne va pas parler d'écart de conversion, parce que maintenant, la perte ou bien le gain sont sûrs. Donc, c'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que le choix des dates, j'ai fait exprès de ne pas faire le paiement avant la date pour pouvoir comptabiliser les écarts à la fin de l'exercice. Alors, on va essayer un petit peu de suivre toutes ces explications à travers le journal. Alors, le journal, il est très simple à établir. D'abord, puisque on va comptabiliser uniquement en 2020, 2021 n'est pas encore arrivé, donc on est en 2020. Donc la première opération, c'était l'opération d'achat. Donc achat, qui dit achat des fournisseurs et qui bien sûr des ventes des clients. Alors achat fournisseur est comptabilisé de la manière suivante que vous voyez là. Donc on débite tout simplement le compte achat de marchandises à l'étranger. Donc c'est un compte 6113. 6113, achat de marchandises à l'étranger. Donc c'est en vertu du principe de clarté. Et bien sûr, on va créditer le compte fournisseur, achat fournisseur. Bien sûr, il n'y a pas de TVA parce qu'il s'agit d'une opération qui a été réalisée avec l'étranger. Donc on comptabilise avec le montant du jour qui était de 100 000 dirhams. Alors, on a dit qu'à la fin de l'exercice, c'est-à-dire au 31/12, et dans le cadre des travaux d'inventaire, et puisque l'opération n'a pas été encore réglée, le fournisseur n'a pas été encore réglé, la loi vous oblige de passer des écritures sur les écarts de conversion, c'est-à-dire soit actif, bien sûr, ou bien passif, mais vous oblige à surveiller le taux de change à la fin de l'exercice et de constater les écarts de conversion. Alors, par rapport à l'exemple que je viens de donner, il s'agit d'un écart, comme je viens de le calculer, de 10 000. C'est un écart actif de 10 000. Alors, la comptabilisation, elle est très simple. Alors, puisqu'il s'agit ici d'une opération d'achat, il faut surveiller l'échéance. L'échéance, c'est tout simplement à crédit de 2 mois. Donc, automatiquement, on va utiliser le 37 et non pas le 27. Parce que le 27, ça porte sur les opérations qui dépassent un an. Donc, on va utiliser 37. Dans 37, vous avez deux comptes. Vous avez augmentation des dettes circulantes et vous avez diminution. Et vous avez augmentation des dettes circulantes et vous avez diminution des créances circulantes. Ici, il ne s'agit pas d'une créance, il s'agit d'une augmentation des dettes. Les dettes ont augmenté. Regardez l'augmentation de dettes. La dette initiale était de 100 000. Maintenant, elle est passée à 110 000. L'écart, la différence est de 10 000. Donc, on va utiliser tout simplement ce compte-là qui est augmentation des dettes
qui existe dans le 3702. Et tout simplement, qu'est-ce qui a augmenté? Donc, augmentation des dettes circulantes. Qu'est-ce qui a augmenté? C'est les dettes fournisseurs. Et donc, fournisseur va être crédité davantage de 10 000 dirhams. Alors, c'est on surveille, si vous voulez, le compte schématique fournisseur après cette écriture. Donc, fournisseur qui représente une dette. Donc, vous avez un montant initial de 100 000, mais après la constatation de cet écart, la valeur, ou bien une nouvelle valeur de 10 000, c'est l'écart de conversion qui vient s'ajouter. Donc ici, vous avez une augmentation de vos dettes. C'est une perte pour vous. C'est une perte potentielle et latente. Pourquoi on dit latente? Parce qu'à cette date-là, c'est-à-dire au 31/12/2020, on n'a pas encore remboursé le fournisseur. Il sera donc remboursé le 31/1/2020. Voilà. Alors, ce que j'aimerais bien vous demander maintenant d'analyser, c'est l'impact ou bien l'impact de cette écriture. Bien sûr, on est ici devant une situation de perte potentielle, probable. Et bien sûr, en comptabilité, il y a un principe tout simplement qui vous dit qu'il faut provisionner. Il faut provisionner ces écarts. Alors, pour provisionner ces écarts, l'écriture à passer, elle est très simple. Donc, on débite le compte des dotations d'exploitation pour risques et charges momentanées, parce que la créance, ou bien pardon, la dette, elle est à court terme. Et puis, on utilise provision pour perte de change. C'est des écritures que vous avez déjà vues en première année dans la classe 4. Ça, c'est en vertu du principe de prudence. Alors maintenant, au-delà de ces écritures comptables, ce qui nous intéresse, c'est de voir le caractère de ces écarts. C'est cette écriture-là qui nous intéresse. Alors, les augmentations, le compte augmentation des dettes circulantes ou bien diminution des créances circulantes s'il s'agissait d'une vente, représente des éléments qui sont potentiellement des pertes. C'est-à-dire finalement, les éléments, bien le 10 000 ici qu'on a dans l'actif, donc oublions le passé parce qu'on est en train de voir que les retraitements des éléments de l'actif. Donc cet actif-là ne représente aucune richesse pour l'entreprise. Parce qu'on a dit que l'actif, c'est tout ce que l'entreprise possède. L'actif, c'est tout ce que l'entreprise possède. Je peux posséder un terrain, je peux posséder des machines, matériel, mobilier, mais je ne peux pas posséder une perte. Je ne peux pas posséder une perte. Et donc, de ce point de vue, les écarts de conversion également, ils ont un caractère commun avec les immobilisations en non-valeur. Qu'est-ce qu'il faut faire tout simplement? Les écarts de conversion actifs, que ce soit ceux qui existent dans le 27 ou bien dans le 37, ne représentent pas des éléments de patrimoine. Ils n'ont pas de valeur également. Ce sont des pertes potentielles, certes, mais ce sont des pertes. Donc, ils n'ont pas de valeur. Donc, il faut tout simplement les éliminer de l'actif. En contrepartie, bien évidemment, on comprend ça facilement maintenant, il faut retrancher le même montant des capitaux propres. Pourquoi les capitaux propres? Parce que les capitaux propres représentent la contrepartie de la richesse de l'entreprise. Et voilà, donc toutes ces explications, c'était pour vous montrer comment on comptabilise les écarts de conversion et également leurs principes et également cette question de provision que vous avez déjà vue. Mais ce qu'il faut retenir, c'est cette conclusion-là, c'est-à-dire que les écarts de conversion, finalement, on a compris qu'il s'agit des pertes. C'est des pertes potentielles. Donc les pertes n'ont pas de valeur, donc il faut également les éliminer de l'actif. Bien sûr, vous allez déséquilibrer votre bilan, donc pour retrouver l'équilibre, il faut retrancher le même montant des capitaux propres. Alors, on va essayer tout simplement de voir cette application au niveau de notre étude de cas dont vous avez le fichier. Alors,
pour cela, on va voir le bilan, notre bilan dans l'exercice, et on va essayer de chercher dans l'actif où sont les éléments, bien les écarts de conversion actifs. Donc on a dit que les écarts de conversion actifs existent dans le poste, bien pardon, la rubrique 27 et également 37. C'est-à-dire qu'on va chercher dans l'actif immobilisé et dans l'actif circulant. Alors voyez là, voilà, vous avez augmentation des dettes de financement. Et vous avez ici le montant de 18. Et on va voir également, donc vous avez le premier élément ici, donc augmentation des dettes de financement. Avec le montant 18. Et puis je vais chercher au niveau de l'actif circulant hors trésorerie, est-ce qu'il y a des écarts de conversion? Oui, on les voit ici, donc augmentation des dettes circulantes. Alors, augmentation des dettes circulantes, vous avez ici le montant de 907. Donc, on a compris, d'après les explications de tout à l'heure, que les écarts de conversion traduisent des situations de perte probable. Donc il faut les éliminer en contrepartie des capitaux propres. Donc on va revenir à notre présentation. Voilà. Voilà. Donc comme vous pouvez le remarquer ici sur le tableau des retraitements et de reclassement, donc nous avons ajouté une ligne que nous avons repris dans notre bilan. Donc augmentation des dettes de financement. Donc, on sait très bien que ce compte-là existe dans les valeurs immobilisées, dans l'actif immobilisé. Donc, on a retranché ce montant d'ici. En contrepartie, on a fait la même chose au niveau des capitaux propres. Alors, pour le deuxième compte des écarts de conversion actifs qui se retrouve dans la classe 3, donc augmentation des dettes circulantes. Donc, on a ces éléments qui existent tout simplement ou bien parmi les éléments donc ils ne sont pas ici, ils sont donc les éléments ou bien l'augmentation des dettes circulantes existent parmi les valeurs réalisables. Donc on doit les éliminer d'ici, moins 907. Alors puisqu'on a retranché ces éléments de l'actif, on doit faire la même chose au niveau du passif et précisément au niveau du passif ou bien au niveau des capitaux propres. Pourquoi les capitaux propres? Parce que c'est la contrepartie de la richesse de l'entreprise.